J'aime renverser les choses. Aussi, en guise d'introduction, je vous emmène bizarrement sur une ligne d'arrivée. Cette ligne d'arrivée est jaune, elle est peinte de manière permanente dans le cœur de Boston. Chaque année, depuis près de 120 ans, toutes celles et ceux qui la franchissent deviennent marathoniens, deviennent marathoniennes. Le marathon, 42 km et 195 mètres. Qui n'a jamais rêvé un jour ou imaginé de le courir, de le parcourir, de le franchir jusqu'à la ligne d'arrivée? Moi le premier. J'ai commencé à courir il y a 30 ans. Et très rapidement, je suis devenu marathonien. Je m'entraînais, essayais à chaque fois de gagner du temps, l'œil sur le chronomètre, regardant chaque kilomètre, pour pouvoir franchir cette ligne d'arrivée le plus rapidement possible. J'ai tout de suite fait des marathons au bout de quelques années, et je suis arrivé à mon meilleur temps. 3 heures, 38 minutes et 53 secondes, ce qui reste aujourd'hui mon meilleur temps. L'œil sur le chronomètre, l'œil sur la ligne d'arrivée, toujours courir, être le plus performant possible. Toujours faire la même chose, mais essayer de le faire mieux. Et puis, au fur et à mesure des courses, je me suis demandé si je ne me trompais pas. Si le fait d'être obsédé comme ça par cette ligne d'arrivée ne me faisait pas manquer des choses. Le sourire des ravitaillements, un gobelet tendu, une pâte de fruits, les encouragements des spectateurs ou tout simplement des coureurs, peut-être m'empêcher de comprendre ce qu'était un marathon. Le marathon peut-être me trompait, ou je me trompais. Peut-être que le secret du marathon n'est pas de gagner du temps, mais plutôt d'en perdre. D'en perdre, par exemple, comme un beau matin dans un quartier du Bronx, à New York, au 35e kilomètre, où je m'arrêtais 3-4 minutes pour discuter avec les spectateurs, tous plus ou moins étonnés de voir ce que l'on faisait, de parler à des enfants, d'échanger du temps, et finalement de garder comme souvenir sur la ligne d'arrivée ces moments d'échange, plus rien à voir avec le temps. Alors, je décidai de laisser ma montre dans mon sac, de courir sans chronomètre. Le marathonien allait devenir collectionneur de marathons. Plus rien à voir. Au lieu de faire 1 ou 2 marathons par an, comme il est d'usage, pourquoi ne pas en faire 4, 5, 6, 7, 10 et profiter de ces instants, découvrir des pays, découvrir des villes, voyager. Je courus ainsi comme ça pendant plusieurs années, sur tous les continents, plus ou moins, sauf peut-être l'Océanie encore. À chaque fois rencontrer des gens, des cultures, partager avec les personnes et se dire que ce qui comptait n'était peut-être pas la ligne d'arrivée, mais les kilomètres partagés avec les coureurs. Alors pourquoi s'arrêter? Puisque plus j'allongeais la distance, plus je prenais de plaisir. 42 km, pourquoi pas 50 ou 100? Je m'attaquais donc aux 100 km. La première fois, ce fut un échec. Un abandon lamentable au bout de 50 km. Je recommençais l'année suivante, et puis ensuite toutes les années, jusqu'à en faire une trentaine à peu près, de 100 km, devenir 100 bornards. Plus intéressant que le marathon peut-être, si on s'intéresse au parcours. Mon meilleur souvenir de 100 km ne fut pas mon meilleur temps. Ce fut le jour en 2005 où je pris le départ sur la ligne avec 80 de mes étudiants. Je suis enseignant. 80 de mes étudiants que mes collègues avaient trouvés mous, peu motivés. Et la seule idée qui m'était venue en tête, c'était de leur dire « Montrez-leur le contraire, venez avec moi, nous allons courir. » 5 km, disent « Non, venons courir 100 km ensemble. » Aucun d'entre eux n'a fait la distance, mais certains d'entre eux, 3 ou 4, sont devenus marathoniens ce jour-là. Partager les kilomètres, partager ce plaisir, c'est beaucoup plus intéressant, sans doute, que de pouvoir battre à chaque fois des records. Alors, 100 km, ok. 100 km, très bien. Mais pourquoi s'arrêter? Cours, Forrest, cours. 40 km, 100. Eh bien, augmentons le temps. Je me mis à courir des 24 heures. Une nuit et une journée sans dormir, des 48 heures, puis des 6 jours et des 6 nuits. Impressionnant quand on prend le temps. Allonger les distances, 150, 200, 514 km, soit l'équivalent de 12 marathons d'affilée, en ne dormant que 2 ou 3 heures par nuit, sur un circuit de 2 km. Bizarre de sortir des sentiers et de se mettre à courir comme un hamster dans une cage. Alors on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Sauf si l'on se rend compte que pendant ces courses,
Les gens qui vous accompagnent sont des coureurs qui partagent les choses avec vous et que pendant ces 6 jours et 6 nuits, où vous parcourez tous ces marathons d'affilée, vous êtes au milieu d'une centaine de coureurs venus du monde entier et qui échangent avec nous, avec vous, la journée, la nuit, les repas, une véritable aventure. Et puis, ou enfin, un beau matin, en 2014, je me retrouve bizarrement sur le quai de Roscoff, entouré d'une bande d'extraterrestres, au départ de la course la plus longue de France. Je n'imaginais pas, quelques années avant, être capable, ne serait-ce que de mettre un dossard, la Transgaulle, courir ni loin de la Manche à la Méditerranée. 1200 km. 50 coureurs au départ, ne fûmes que 40 à l'arrivée. 1200 km, soit l'équivalent d'un marathon et demi par jour, sans journée de repos, en courant du matin au soir, en ne dormant que quelques heures. Tout ça pour essayer de partager l'aventure en augmentant le temps, en augmentant le plaisir, en sortant des sentiers battus. Alors courir comme ça des journées entières, 10 heures, 12 heures, 5 ou 6 heures pour les premiers. Penser à tout ce qui se passe, observer ce paysage extérieur, découvrir mon pays de manière différente, alors que je l'avais traversé tant de fois en voiture ou en train sans même le voir. Découvrir aussi des paysages intérieurs, réfléchir, penser. Des heures entières à travailler ce que l'on a envie de faire, à penser à toutes sortes de choses. Le faire seul, bien sûr, pendant des heures, mais aussi accompagné de gens extraordinaires, une bande aussi de types et de filles extraordinaires qui traversent des pays sur des longueurs beaucoup plus importantes que moi, rencontrer des Américains qui traversent les États-Unis, rencontrer des Italiens qui courent de la Norvège jusqu'à l'Italie, des choses insensées si on ne comprend pas la façon dont ils les abordent. Je cours depuis 30 ans, j'enseigne depuis presque 30 ans. Je suis professeur d'université. J'adore enseigner de manière normale. Mes étudiants sont devant moi. Ils ressemblent parfois à un peloton de coureurs prêts à absorber les kilomètres de chapitres et de connaissances que je vais leur donner. J'adore faire cela. Et puis, il y a 3 ans, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi essayer de sortir du sentier, sortir de la boîte, pas seulement pour le sport, mais aussi professionnellement. Je dis à mes étudiants, avez-vous envie que je vous fasse cours normalement ? Avez-vous envie que je vous envoie toutes mes connaissances, toute ma science ? Et vous, vous allez vous entraîner comme des coureurs, apprendre, et essayer de répliquer ce que je vous apprends. Est-ce que vous allez essayer de battre des records, 18 sur 20, 19 sur 20 ? Ou alors avez-vous envie que je vous entraîne sur d'autres chemins ? Je leur proposais donc une méthode que j'ai appelée la classe renversée, le do-it-yourself. Elle se résume en une seule phrase, qui les a fortement étonnés d'ailleurs la première fois. Je leur ai dit, écoutez, c'est très simple, je suis votre professeur, nous allons travailler ensemble pendant un semestre, ma méthode est la suivante, je ne fais plus rien et vous faites tout. C'est-à-dire que c'est vous qui irez chercher les informations, c'est vous qui écrirez les plans des cours, c'est vous qui écrirez les cours, c'est vous qui ferez les cours, c'est vous qui vous dispenserez les connaissances, c'est vous qui irez au tableau, c'est vous qui poserez les questions, vous préparez les questions, les interrogations surprises, l'examen, vous distribuerez les copies, vous remplirez les copies, vous ramasserez les copies, vous noterez les copies. Et moi, je ne fais plus rien. Alors, idée bizarre sans doute, comme celle de courir des milliers de kilomètres, mais idée qui peut se réaliser. Depuis 3 ans, ma classe ne ressemble plus à une classe normale. Elle ressemble à une start-up. En fait, nous avons travaillé de manière à transformer le professeur en directeur général. Nous avons réuni les étudiants par équipe, comme dans le sport, et nous leur avons attribué des missions, des productions de chapitres de connaissances. Et lorsque vous venez dans ma classe, ce sont des étudiants de licence ou de master, vous voyez que ces étudiants travaillent ensemble, produisent ensemble, en cohésion d'équipe. Ils utilisent l'informatique, ils utilisent l'Internet, ils viennent avec leur téléphone, leur tablette. En fait, ils utilisent tous les outils technologiques qu'habituellement, parfois, on leur demande de laisser à l'entrée de la classe. Et puis, on invente des méthodes de travail collaboratif, des méthodes où ils peuvent travailler sur des tableaux, répondre ensemble à des questions qu'ils se posent eux-mêmes, et quelle n'est pas ma surprise parfois de les voir tourner autour de tableaux, enrichir leur production, un peu comme s'ils faisaient une course à pied sur un circuit fermé, tout en s'enrichissant les uns et les autres de ce qu'ils produisent. Des méthodes de tableaux tournants, des QCM inversés, des QCM intelligents, on utilise des serious games. Bref, tout ce qui peut être imaginé pour favoriser la pédagogie.
Aussi, je leur dis parfois, vous savez que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est peut-être pour ça que je suis bon en biologie. Donc, puisque la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner, faites-moi cours. Je deviens le seul élève de la classe. Enseignez-moi ce que vous trouvez, ce que vous écrivez et ce que vous avez compris. Alors les étudiants vont au tableau, sur des murs, ils enseignent à leurs professeurs ce qu'ils trouvent. Moi, je leur pose des questions. Les autres étudiants sont autour de moi. Nous avons renversé la classe. C'est un changement de posture. Nous avons osé prendre des risques. Et puis, il faut aller jusqu'au bout. Puisque je suis le seul élève, je suis le seul à avoir des devoirs. Quand je rentre chez moi, je n'ai plus de copies à corriger. Les étudiants me donnent du travail et je réponds à leurs questions. Ils me notent, ma note. Si les questions sont suffisamment travaillées, je réponds bien et j'ai de bonnes notes. Si les questions ne sont pas suffisamment travaillées, si je sens que le travail n'est pas effectif, je réponds ce que je peux, j'ai de très mauvaises notes. Ils m'annotent méchamment, mais ils doivent me donner les corrections. Donc comme ils me corrigent, finalement, le travail est fait. Quand on leur pose la question, d'ailleurs, ils me disent « c'est très difficile de noter un professeur, de lui poser des questions parce que vous êtes obligé de connaître le cours ». Et donc, finalement, la méthode fonctionne. Est-ce qu'elle fonctionne vraiment? Je ne sais pas. À voir, elle n'a que 3 ans. Tout ce que je sais, c'est que j'observe des comportements particuliers. Un relationnel différent, comme dans un sport d'équipe, des étudiants qui interrogent leurs professeurs, et puis des fois, parfois, bizarrement, des étudiants qui font des selfies à la fin du cours, devant leur production, chose qui ne m'arrivait jamais lorsque j'enseignais normalement. Exactement comme il m'arrive aussi des choses bizarres depuis que je ne cours plus normalement. Alors, s'il fallait conclure, s'il fallait finir, j'aimerais peut-être vous suggérer quelque chose, vous mettre une petite idée dans votre tête, de manière à ce que vous puissiez sortir de votre coquille, si ce n'est déjà fait. J'aimerais que vous pensiez à quelque chose que vous avez envie de faire, peut-être à des projets, peut-être à des façons dont vous travaillez, peut-être à des façons dont vous essayez d'être plus performant, et de vous inciter à sortir un peu, à sortir des chemins tracés. Essayez peut-être parfois d'inverser, de renverser, de faire davantage confiance, peut-être de prendre des risques, mais de vous rendre compte qu'en prenant ces risques, vous allez peut-être parcourir des chemins avec des gens dont les rapports seront différents vis-à-vis de vous. Donc, la conclusion est peut-être « rien ne sert de courir », je vous invite à profiter du chemin. Merci.